Bonjour à tous. Mon nom est François Audet. Je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM, professeur à l'École des sciences de la gestion. Un grand plaisir de vous retrouver toutes et tous dans cette première activité de la rentrée. On commence pas mal tout le monde en début septembre avec un nouvel épisode de cette nouvelle normalité qui nous touche tous personnellement et professionnellement. Et c'est un peu, en fait, c'est le sens même de cette conversation qu'on voulais avoir avec vous aujourd'hui. Je parle donc à tout le monde. Alors, je souhaite la bienvenue à mes panélistes que je vais laisser ma collègue les présenter. Je souhaite aussi évidemment la bienvenue à tous les participants qui sont dans la salle virtuelle. Merci d'être là, c'est très apprécié. Et on aura l'occasion à la fin de la plénière d'avoir la possibilité pour les participants dans la salle virtuelle de poser des questions via le chat room. Donc, on aura probablement le temps pour quelques questions. Alors, prenez-les en note. Donc, sans plus tarder, évidemment, vous rappeler un peu l'idée, l'objectif de cette conversation. Je pense qu'il n'y a pas de surprise. Hein, ça fait plus de 5 mois maintenant qu'on est dans cette nouvelle normalité, un changement énorme et profond à tous les niveaux. À l'Institut et tous les centres de recherche de l'UQAM également se sont mis à pied d'œuvre pour comprendre la transformation sociale, politique, économique, psychologique qui a démarré dès le départ et qui continue de nous affecter. Donc, l'enjeu étant de faire un peu l'état des lieux, l'état de la situation, 5 mois après cette pandémie, où en est-on? Et on a la chance donc d'avoir des professeurs et collègues de l'UQAM et une collègue également de l'Université de Sherbrooke pour en discuter. Alors, sans plus tarder, je vais donc laisser la parole maintenant à ma collègue de l'École des sciences de gestion, mon amie Caroline Poulombe, qui animera cet atelier. Je me permets de te présenter très rapidement, Caroline. Donc, Caroline est professeure à l'École des sciences de gestion depuis 2013. Elle possède un doctorat en management de l'DHEC et de Lyon et se spécialise surtout en comportement organisationnel, en gestion de crise, pour laquelle elle fait donc beaucoup de sa pratique de recherche, notamment et d'enseignement, porte depuis les 15 dernières années. Alors, elle était la personne tout à fait appropriée pour animer cette conversation qui est évidemment, comme vous le constaterez bientôt, très multidisciplinaire et croisée. Alors, je te cède la parole, Caroline. Merci François, ça va bien, tout le monde m'entend? Bon, parfait. Donc, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui dans la prochaine heure qui s'en vient va s'effectuer en 2 temps. Donc, un premier temps, un retour vers l'arrière, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois et on va inviter chacun de nos professeurs, chercheurs à partager par rapport à chacun de leur expertise particulière. Donc, je vais vous les présenter dans un instant. Et dans un deuxième temps, on va se tourner vers les mois à venir, l'année qui s'en vient, qui s'annonce colorée. Et donc, de regarder quels sont les enjeux et les points d'attention qui sont importants dans chacun de leurs expertises. Donc, pour commencer, nous allons tout à l'heure écouter, dans quelques instants, entendre Mme Michèle Rioux. Madame Rioux est professeure au département de sciences politiques à l'UQAM, directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Donc, c'est le CIM. Et elle a un intérêt particulier aussi, cher à son cœur, je crois, sur les aspects culturels. Dans un deuxième temps, nous allons entendre M. Frédéric Gagnon. Frédéric Gagnon, qui est professeur au département de sciences politiques à l'UQAM, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Donc, de façon évidente, on l'a entendu sur plusieurs plateformes médiatiques dans les derniers mois. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau des enjeux sanitaires, la flambée de la pandémie et tout ça aux États-Unis. Dans un troisième temps, ça va être M. Yannick Aymon, professeur au département de géographie de l'UQAM. Il est membre de l'équipe de recherche de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, OCA. Donc, on va regarder d'un point de vue peut-être plus macro au niveau du Québec, gestion de crise de la COVID, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des pratiques, des risques, avec un focus sur ce qui s'est passé ici.
au Québec. Et puis, nous allons avoir la chance d'entendre Mme Marie-Ève Carignan, qui est professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Elle est directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Donc, tout ce qui est théorie du complot, enjeux de la santé mentale, donc des grandes discussions aussi dans lesquelles on a baigné dans les derniers mois. Et puis, M. Olivier Arvizet, qui est professeur au département de didactique de l'UQAM. Il est coprésident du comité scientifique de la chaire UNESCO de développement curriculaire. Et donc, tout ce qui touche les systèmes d'éducation et les jeunes, tant à l'international qu'ici au Québec, on va vous écouter, M. Arvizet. Donc, Madame Rioux, on va se lancer tout de suite. Tout le monde est là pour vous écouter. Donc, en fait, on parle beaucoup de démondialisation, de transformation de la mondialisation. Il y a des grandes tendances au niveau des achats locaux. Ça bouleverse, en fait, la compréhension qu'on avait de notre économie il y a de ça quelques mois. Donc, on aimerait vous écouter par rapport à ce qui s'est passé puis vos centres d'attention dans les derniers mois. Oh, merci, Caroline, pour cette opportunité donc de m'adresser à vous et aux participants que je salue. On ne les voit pas, mais en tout cas, ils sont là. Donc, merci pour l'initiative aussi à l'IAIM, donc l'Institut d'études internationales de Montréal. Donc, le CIM, donc le Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, travaille depuis plusieurs années sur les transformations au niveau des relations économiques internationales, au niveau de l'économie mondiale, comment la mondialisation, les changements dans les politiques visant la mondialisation. Excusez-moi, j'avais oublié de fermer mon téléphone. Et donc, comment ça affecte les rapports et les politiques publiques, les rapports économiques internationaux, les relations entre les grandes firmes qui sont souvent transnationales et les pays, donc les rapports de force. Avec la pandémie, c'est certain, donc déjà, on avait beaucoup de choses à regarder. Maintenant, vraiment, on sent qu'il y a un premier débat autour de l'idée d'un changement de paradigme. Est-ce qu'on peut toujours regarder l'intégration, la mondialisation de la même manière? Vous avez évoqué l'hypothèse d'une démondialisation. Dans la foulée de nos travaux de recherche de cette année, de notre programmation, on a donc voulu entreprendre une série de conférences qui vont avoir lieu tous les vendredis, le dernier vendredi de chaque mois, excusez-moi, à l'exception du 24 décembre. Et donc, si ça vous intéresse ou si ça intéresse les participants de suivre nos débats autour de ces questions liées à la pandémie, donc cette série s'appelle « Mondialisation face à la crise ». Et donc, une des questions qu'on a posé, c'était justement, est-ce qu'il y a un processus de démondialisation, un repli national? Vous savez, la mondialisation est un processus qui n'est pas nécessairement linéaire. Il y a toujours eu, je dirais, des booms et des downs. Hein? Donc, les crises, naturellement, ont toujours, que ce soit les guerres ou les crises économiques, les crises financières, ont toujours, en quelque part, ramener la question de l'intervention publique, le frein à la mondialisation au niveau de la coopération économique internationale, dans le sens non pas de libérer l'économie de l'action des États, mais d'amener les États à maîtriser cette mondialisation, la rendre plus encadrée, plus juste. Donc ça, c'est un premier débat. Je dirais que pour l'instant, nos travaux se sont surtout attardés à la question de l'effet d'accélération de la transformation. Donc, la pandémie a eu un effet de révéler certains bobos qui existaient déjà dans les relations économiques internationales, dans l'économie mondiale, au sens de manque, je dirais, d'équité, de justice sociale, etc., même d'instabilité avec les crises financières, mais aussi porte, je dirais, à un effet d'accélération dans le sens où on voit émerger beaucoup d'interventions pour prendre, je dirais, à bras-le-corps la problématique des changements climatiques. On voit au Canada, mais ailleurs, au Québec, toutes sortes d'initiatives. Et c'est rentré. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai parlé de changement de paradigme. Nous-mêmes, en tant que chercheurs, on est obligés de changer nos lunettes parce que les lois économiques ne fonctionnent plus de la même manière avec ce que
François Audet tout à l'heure appelé cette nouvelle normalité. Est-ce que c'est une nouvelle normalité ou c'est une normalité nouvelle en train d'être qu'on construit socialement? Et donc ça, c'est intéressant, cette idée de, non pas donc de démondialisation, mais de remondialisation. Comment, je dirais, cette pandémie peut être une occasion de repenser les interventions économiques, de repenser l'idée du local inséré dans une économie mondiale et de recréer en quelque sorte les ponts qui sont présentement coupés. L'autre débat, c'était beaucoup sur la question de est-ce que ce sont des changements qui sont plutôt de la conjoncture ou structurels? Et nous, on penche naturellement, il y a plusieurs, là, il faut que je coupe court, mais on n'est pas tous d'accord avec ça, mais je pense que beaucoup sont d'avis qu'il y a des changements qui sont de l'ordre structurel et que donc, il va y avoir vraiment un après-pandémie et donc, il va falloir étudier le monde comme un peu après la Seconde Guerre mondiale, hein, si on veut. L'autre idée, c'est cette question de est-ce que l'après-pandémie et la nouvelle normalité, le nouveau monde qu'on est en train de construire va être plutôt fait de rivalité et de conflits au niveau économique et social et politique, parce qu'on voit présentement, surtout avec la présence de M. Trump, et j'imagine que Frédéric Gagnon, mon collègue, va amplement aborder cette question, donc je ne vais pas l'aborder trop, mais on voit vraiment que la pandémie a eu donc un effet, j'ai parlé d'un effet révélateur, un effet d'accélération, mais il y a aussi un effet d'exacerbation des rivalités économiques. Et le Canada, malheureusement, même le Québec, on est entraîné dans cette conflictualité croissante entre les États-Unis et la Chine. Donc, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps présentement. En fait, vous m'offrez l'opportunité de faire la transition vers M. Gagnon en ouvrant la porte sur les relations avec notre voisin du Sud. Donc, M. Gagnon, au niveau des États-Unis, pour rebondir justement sur les propos de Mme Rioux des États-Unis qui ont connu une flambée hallucinante des enjeux sanitaires et qui, à travers ça, ont connu des enjeux sociaux importants dans les derniers mois. Donc, si vous voulez nous glisser peut-être quelques mots, là, un peu comme ça, sur les axes là, qui ont attiré votre attention dans les derniers mois. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité, premièrement. Merci à François Audet et à l'Institut d'avoir organisé ce webinaire. Ça permet de commencer l'année rondement. Quand on me demande comment va la gestion de la pandémie aux États-Unis, je réponds que ça ressemble parfois à la série télé American Horror Story, que vous avez peut-être déjà vue, une série assez inquiétante, effrayante, pas toujours encourageante pour la suite des choses. Je ne veux pas être trop pessimiste aujourd'hui, mais les États-Unis sont le pays comptant le plus grand nombre de cas et de décès déclarés de la COVID-19. Ça ne change pas. 6,2 millions de cas recensés, déclarés depuis le début de la pandémie et près de 200 000 décès maintenant. Donc, ils sont premiers à ces chapitres. Et là, je ne veux pas me lancer dans le débat sur les comparaisons entre États. Est-ce que les statistiques sont justes en Chine, notamment? Je sais que François Audet a un petit peu travaillé là-dessus. Ce que je sais, moi, c'est que la situation reste précaire chez nos voisins du Sud. Je regardais les statistiques avant le webinaire d'aujourd'hui. Il y a encore plus de 1000 morts par jour du virus assez fréquemment au pays, et ce, depuis le mois d'août. Donc, parmi les questions qu'on se pose à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul d'Endurant depuis le début de la pandémie, il y en a deux qui me semblent pertinentes pour la table ronde d'aujourd'hui. Une que je vais aborder dans le premier bloc et la deuxième, je vais la garder pour le deuxième bloc de discussion. La première question, c'est de savoir comment on peut expliquer ce que j'appellerais le retard américain dans la lutte contre le virus. Un retard dont on subit un petit peu les conséquences en ce moment pour des raisons que Michel évoquait. Les économies canadiennes et américaines sont fortement intégrées et il y a lieu de s'inquiéter au Canada de la lutte contre la pandémie aux États-Unis dans la mesure où la frontière reste fermée en ce moment aux voyages non essentiels. Ça a des effets sur le tourisme, sur les échanges, etc. Donc, comment expliquer ce retard-là? Et après, dans le deuxième bloc, je pourrais peut-être me pencher sur la manière dont le virus affecte ou infecte, vous m'excuserez le jeu de mots, la campagne électorale américaine qui se terminera peut-être le 3 novembre prochain. Je dis peut-être parce qu'on y reviendra pour des raisons dont je parlerai tantôt. Donc, pour ce qui est du retard américain dans la lutte contre le virus,
Je dirais que ce retard-là est dû à une combinaison assez complexe de facteurs qui nous oblige, à mes yeux, à rejeter des explications monocausales un peu simplistes du type « tout est la faute de Trump ». Et là, je ne suis pas en train de dire que rien n'est la faute de Trump, hein, ça c'est plutôt lui qui le dit. C'est clair que le facteur Trump est très important pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis depuis le début de la pandémie. On sait maintenant, et on a documenté ça un petit peu à l'Observatoire, que le président a négligé le dossier, a négligé le virus pendant plusieurs mois au début de l'année 2020, même si plusieurs membres de son administration sonnaient déjà l'alarme en janvier. Il a tweeté régulièrement que le virus n'est pas si grave que ça. Le 9 mars notamment, il disait que ce virus affecte et tue moins de personnes aux États-Unis que la grippe saisonnière. Donc, c'est un tweet qui n'a pas très bien vieilli. Et il n'a pas vraiment changé de position sur la question de la COVID-19, à part quelques petits ajustements. Mais vous l'avez vu la semaine passée à la Convention nationale du Parti républicain, il a persisté et signé en y allant d'un geste symbolique important. Il a donné un discours devant des centaines de personnes qui ne portaient pas le masque, qui ne respectaient pas la distanciation physique, pardon. Et ça, c'est une manière pour Trump de dire « on exagère ». Les médias exagèrent pour me nuire politiquement en vue du 3 novembre. Et c'est très important, évidemment. Il y a un effet Trump, l'effet Trump est très important pour comprendre peut-être la lenteur des États-Unis à gérer cette pandémie-là. Pourquoi? Parce qu'on le voit, il y a encore 42-45 % d'Américains qui appuient le président Trump. Et souvent, ses partisans lui vouent un véritable culte. Et il a le porte-voix présidentiel, M. Trump, entre les mains. Il est le personnage le plus important du système politique américain. Et lorsque le parent de la nation américaine cautionne l'idée que le virus n'est peut-être pas aussi grave qu'on le dit, ben oui, ça peut inciter des millions d'Américains à suivre l'exemple, à emboîter le pas, à dire que le chef a raison et de ce fait à négliger des mesures comme le port du masque ou le confinement. Donc, il y a un effet Trump, mais je dirais qu'il y a d'autres facteurs dont on doit tenir compte pour comprendre ce qui se passe. Et ça me permet de dire que si Obama avait été au pouvoir, je ne suis pas sûr que le pays disons, je ne suis pas sûr que le pays aurait peut-être réglé cette affaire-là aussi rapidement. Et là, c'est peut-être un peu controversé de dire ce genre de choses, mais il y a d'autres facteurs qui expliquent pourquoi on a résisté à l'idée de mettre en œuvre certaines mesures pour lutter contre le virus aux États-Unis, et notamment le facteur culturel, qui est très important et qui me permet, moi, d'expliquer pourquoi on a vu assez tôt, et plutôt qu'au Québec, par exemple, l'émergence aux États-Unis de mouvements anti-masques, de mouvements anti-confinement assez tôt durant la pandémie. Et ce sont des mouvements qui ont pris une grande ampleur. Et je pense que si on explique ça, on peut expliquer ça par des raisons culturelles, notamment l'attachement des Américains aux libertés individuelles, leur méfiance à l'égard des institutions gouvernementales, des choses qui sont aussi vieilles que la Déclaration d'indépendance de 1776, que la Constitution américaine de 1789. Je me rappelle, au début de la pandémie, on voyait ces jeunes Floridiens militer pour leurs droits, défendre leur liberté de profiter du spring break en Floride, sur les plages floridiennes, malgré les sérieux avertissements des autorités à propos de la COVID-19. On est un petit peu allergique aux interventions de l'État dans nos vies aux États-Unis. On le voit notamment dans le débat sur les armes à feu, dans le débat sur la réforme de santé d'Obama. Ce trait culturel est très important pour comprendre pourquoi il y a des mouvements d'opposition à ce que les scientifiques disent en ce moment pour lutter contre le virus. Si on ajoute à ça le mythe du rêve américain, hein, tendance de cette société d'abondance à définir la poursuite du bonheur en termes matériels, choses qui vont de pair avec l'attachement des Américains au capitalisme, leur hantise pour des mesures susceptibles de ralentir l'économie, des choses dont David Potter et Max Weber ont parlé, ben, on comprend qu'il y a peut-être une allergie encore un peu plus grande dans ce pays-là à l'idée de fermer l'économie pour lutter contre le virus. Et je ne dis pas que ça ne s'est pas fait, mais dans certains États, on a résisté un petit peu plus à cette idée-là que d'autres. Et je vais terminer en rappelant que c'est une société qui était avant Trump, qui est à l'heure de Trump et qui restera, même si Trump perd en 2020, le 3 novembre, une société hyper polarisée, hyper polarisée. C'est devenu un cliché de dire que c'est une société divisée. Je n'aimais pas ça quand on le disait il y a 10 ans parce que je trouvais qu'on exagérait. Mais là, il y a des données statistiques qui illustrent qu'on accepte de moins en moins dans ce pays que nos enfants épousent des gens du parti adverse. Il y a deux univers parallèles. Les démocrates et ce parti s'est tassé à gauche. Les républicains et ce parti se sont tassés à droite. Et c'est comme si le dialogue n'était plus possible, et notamment sur des crises nationales comme celle-là. Il n'y a pas eu d'effet de ralliement autour du drapeau. Je termine là-dessus. Et c'est compliqué parce que
on se serre dans le buffet. Là. Les démocrates accusent les républicains les démocrates, alors qu'il faudrait s'élever au-dessus de la mêlée pour trouver les solutions à cette pandémie-là. Et après la pause, je pourrais parler de la manière dont ça affecte l'élection à venir le 3 novembre. Je pense pas qu'on va avoir de pause, mais après le deuxième tour, oui, on au va deuxième bloc, certainement vous inviter à revenir là-dessus. Je vais faire le pont parce qu'en fait, il y a deux choses sur lesquelles je veux rebondir. On est infecté, on suit les vagues et l'influence de ce qui se passe aux États-Unis. Et Mme Rioux disait aussi que, en fait, la pandémie a fait émerger les zones de faiblesse au niveau mondial. Je pense que c'est aussi le cas au Québec. Donc, j'aimerais voir avec Monsieur professeur Raymond. Qu'est-ce que, de votre côté, vous avez pu observer dans les derniers mois? Bien, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là. Merci aussi aux autres collègues. C'est toujours très intéressant de vous entendre. De notre côté, si je me concentre sur le Québec, je vais y aller avec des constats, puis après ça, 6 phrases de qu'est-ce qu'on a appris, si on veut, là, puis après ça, on pourra en discuter. Là. Dans le fond, on a découvert une situation vraiment plus complexe que qu'est-ce qu'on est habitué au Québec à gérer. C'est pas une inondation, c'est pas un accident industriel, c'est pas un train, c'est une pandémie, là, c'est beaucoup plus complexe, ça fait appel à beaucoup plus d'acteurs. Donc, on a vu au Québec que ça demandait de s'adapter, d'avoir une gestion adaptative. On l'a vu dès le début, l'information rentrait, changeait, les consignes aussi. Donc, il y avait une adaptation qui se faisait et ça, c'était très bien. On a constaté aussi au Québec, puis ça, en termes de gestion de catastrophe, là, c'est un peu pas ma critique, mais c'était très axé sur la santé publique. On a géré ça, on a beaucoup géré l'aléa. Et par la suite, on a découvert un paquet d'angles morts. Là, on a juste à penser aux écoles que tout le monde a entendu parler. On a juste à penser au niveau économique là, qu'on va entendre parler encore pendant longtemps. Donc, on a découvert aussi plein d'angles morts à ce niveau-là. Le retour aussi a été très axé sur la santé publique. Donc, on a fait un retour, mais beaucoup sur la santé publique. C'est ce qui a été publicisé. Il y a eu plein de retours qui ont été faits, là, que ce soit au niveau municipal ou régional, dans les entreprises, mais ce qui est publicisé, c'est très, encore une fois, santé publique, capacité du système de santé. C'est la hantise, hein? Puis on l'a vu à travers le monde, puis c'est pas différent au Québec. On veut avoir une capacité de traiter tout le monde, de pouvoir accompagner tout le monde, malheureusement, jusqu'à la fin, si c'est ça qu'on doit faire, mais c'est ça qu'on cherche à avoir au Québec. Donc, c'est un peu ça qu'on a vu, ce qui a entraîné qu'il n'y a pas eu d'activation officielle. Là, pour ceux qui sont, je vois dans les participants, j'ai des collègues de la sécurité civile, là, il n'y a pas eu d'activation officielle des notions de la sécurité civile au Québec. Habituellement, quand il y a une catastrophe, on active l'organisation de sécurité civile du Québec. Là, il n'y a pas eu d'activation officielle qui a été faite qui permet d'avoir des canaux de communication très différents, mais c'est un peu le constat qu'on fait là, au Québec. On se rend compte aussi que le temps passe et que ça va quand même relativement bien. Si on est chanceux, oui, il y a eu des morts, mais on arrive quand même à maintenir cette fameuse capacité-là de notre système de santé. Mais je vous dirais, il y a 6 constats, si on veut, là, que j'ai identifiés. Il y en a plein d'autres, là, mais il y en a 6 que je trouve intéressants pour le domaine de la gestion des crises et catastrophes. Un événement, le premier constat, là, un événement peut durer. C'est niaiseux, mais généralement, quand on fait nos plans, quand on fait de la planification, quand on gère ce type d'événement-là, on espère qu'il se termine le plus rapidement possible. Et là, on se rend compte qu'un événement peut durer. Il peut durer tellement longtemps qu'on ne sait pas quand il va finir. Et on n'arrive pas à définir la frontière de fin de cet événement-là. Et ça demande de revoir un peu nos mécanismes de gestion de crise, de gestion de risque, de gestion de catastrophe. Ça demande aussi puis ça va être le deuxième constat, ça nous demande d'être capable d'apprendre pendant un événement. Normalement, là, il y a une crise, on la gère, ça se résorbe, on fait des retours d'expérience, puis on essaie d'apprendre pour le futur. Mais là, faute est de constater qu'on doit apprendre pendant l'événement, pendant la crise. Et ça aussi, nos structures ne sont pas adaptées pour ça. Donc c'est le deuxième constat. Le troisième, bien là, j'en ai parlé un peu, là. L'importance du contexte et des angles morts, on l'a vu. On a confiné à grande échelle.
Et là, après ça, on a constaté les différents angles morts avec les programmes qui ont été mis en place et tout ça. Et il va falloir voir dans le temps, il y a le fameux angle mort là, au niveau psychosocial là, qui va perdurer dans le temps et ça va réapparaître dans les années à venir. On a remarqué aussi que nos systèmes sont vulnérables, hein, puis beaucoup sont sur la corde raide. Donc, on a travaillé beaucoup à améliorer cette capacité-là cet été, entre autres, mais on a remarqué qu'il y en a beaucoup qui sont là. Et dans le fond, le dernier, qui est quand même très important, c'est la notion d'effort collectif. Si on se mobilise pour faire des actions ciblées et efficaces, c'est possible. Donc, cette notion d'effort collectif-là, de tout se mettre ensemble pour atteindre nos objectifs, là, c'est ça qui nous permet, dans le fond, de vivre pendant la crise, si on veut, et de passer au travers éventuellement. Et là, j'ai pris mon 5 minutes, dépassé 10 secondes, mais moi aussi, après la pause, là, en même temps que Frédéric, je pourrais revenir sur les autres points. Merci. Merci beaucoup. Ça va me permettre une transition. Vous me faites ça tout en douceur, vous me rendez le travail facile avec le professeur Harvizet, donc qui, auprès de sa chaire de recherche, s'intéresse particulièrement à l'éducation et mondiale et le système d'éducation ici au Québec, puis tous les mécanismes sous-tendants. Donc, on aimerait vous écouter, on est en plein dedans. Donc, de voir qu'est-ce que vous en faites comme analyse là, pour ce qui vient. D'abord, merci pour l'invitation. Comme mes collègues l'ont mentionné, c'est une très belle initiative. Puis effectivement, comme Frédéric l'a dit, ça permet de commencer l'année universitaire en grand avec cette discussion-là. En fait, moi, je vais présenter un point de vue qui est vraiment celui des systèmes éducatifs et de ce qui s'y passe. Évidemment, là, on est en pleine rentrée scolaire. Caroline l'a mentionné, donc la semaine dernière et cette semaine au Québec, mais aussi dans la plupart des pays dans l'hémisphère nord où la rentrée scolaire se fait présentement. Ça a beaucoup changé, en fait, évidemment, au sein des systèmes éducatifs, c'est un chambardement important, sans précédent, évidemment, comme cette pandémie-là l'est tout autant. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qui n'avait jamais affecté autant les systèmes éducatifs. On parle d'environ 1,5 milliard d'élèves seulement pour le primaire et le secondaire. Là, on ne parle pas d'étudiants universitaires ou postsecondaires. On parle vraiment seulement chez les élèves. 1,5 milliard qui étaient dans des systèmes éducatifs où on a fermé les écoles au plus fort de la pandémie. Donc, c'est majeur. Puis évidemment, on sait qu'au moins un tiers de ces élèves-là, près de 500 millions, n'ont pas eu accès à une continuité dans les services éducatifs à distance. Donc, on est encore en train de réfléchir aux impacts que ça peut avoir d'un point de vue éducatif, mais aussi d'un point de vue social aussi. Yannick le mentionnait, la crise qui est peut-être sous l'angle mort et qui nous pend peut-être au bout du nez, c'est celle de la santé mentale qui viendra après la situation actuelle. Et on sait que les systèmes éducatifs, l'école a un rôle important à jouer en termes de soutien psychosocial chez les élèves, chez les jeunes. Et donc, pour l'instant, on est encore à réfléchir à quel impact ça peut avoir, non seulement du point de vue éducatif, mais aussi d'un point de vue du développement affectif, mais aussi de l'état de la santé mentale des jeunes et des adolescents un peu partout dans le monde. Ce que ça l'a aussi mis en lumière, en fait, c'est comme la pandémie le fait en général pour d'autres secteurs d'activité. Mme Rio en parlait avec le secteur de l'économie. Ça l'a permis, en fait, d'exacerber certaines inégalités qu'on constatait déjà au sein des systèmes éducatifs. On a constaté, par exemple, ici au Québec, que la réalité de l'école québécoise n'était pas du tout la même d'un élève à l'autre. C'est la même chose ailleurs dans le monde. Donc, on a constaté que cette situation-là pouvait être d'autant plus difficile pour les élèves, par exemple, qui venaient de milieux socio-économiques qui étaient moins favorisés, des élèves qui aussi avaient peut-être moins accès à un soutien éducatif qui n'était pas scolaire, qui n'était pas académique, qui venait plutôt de la cellule familiale, par exemple. Donc, tout ça a mis en lumière ces inégalités-là. On a aussi constaté que l'école, ce n'était pas seulement pour les apprentissages, que ça permettait aussi d'offrir un soutien alimentaire à beaucoup d'élèves, entre autres. Donc, on avait peut-être perdu de vue tous les rôles que l'école joue, en fait, puis ça les a remis de l'avant-plan, cette situation-là. Ça a aussi propulsé nos enseignants et nos enseignantes à travers le monde à s'adapter à des nouvelles modalités d'enseignement. On a constaté que dans plusieurs contextes, on n'était pas prêt.
On a constaté aussi à quel point c'était exigeant de passer à un enseignement en ligne, par exemple, de qualité. On a aussi vu que certains systèmes éducatifs qu'on aurait pu considérer comme un peu moins institutionnalisés que les nôtres étaient beaucoup plus résilients, beaucoup plus adaptatifs. C'est le cas, entre autres, de certains systèmes éducatifs en Afrique, au Moyen-Orient, qui ont l'habitude de composer plus régulièrement avec des fermetures d'écoles prolongées à cause de catastrophes naturelles ou de conflits armés, qui, eux, avaient des mécanismes, des plans de mesures d'urgence, des mécanismes d'enseignement à distance, de télééducative, de radio-éducative, de matériel scolaire déjà à la maison en cas d'une fermeture subite des écoles. Eux étaient beaucoup mieux préparés que des systèmes éducatifs comme celui de l'École québécoise, par exemple, ou en Amérique du Nord ou en Europe, où on n'a pas l'habitude de connaître ce type de crise-là et où on a été complètement pris au dépourvu par la situation actuelle. Si je peux me permettre, Oui. là, je ne sais pas si vous avez besoin de conclure ce propos-là, mais ça fait, vous avez tracé un lien très clair là, sur les inquiétudes que la société a portées par rapport au confinement et à son impact, autant chez les enfants que chez l'ensemble de la population. Fait que là, il y a eu tous les aspects de la santé mentale et la prolifération des théories du complot. Fait que j'aimerais peut-être donner la chance à professeur Carignan de rebondir, là. Puis on pourra finir dans notre deuxième vague de propos. Oui, mais merci. Moi aussi, je vous remercie pour l'invitation. C'est très intéressant d'avoir ce point de vue pluridisciplinaire-là sur la pandémie. Donc, merci, comme les collègues. Et oui, je suis contente de rebondir à ce moment-là parce que, justement, j'étais en train de réfléchir à un de nos projets de recherche où on s'intéresse beaucoup aux jeunes. J'aurai l'occasion d'y revenir sans doute dans la deuxième partie là, des échanges, mais on est très préoccupé par l'état de l'adhésion à certaines thèses complotistes et à la désinformation chez les jeunes qui ont été confinés hors du milieu scolaire et donc ils vont rentrer avec peut-être toutes sortes de perceptions de la maladie. Ça me fera plaisir d'y revenir dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je voulais d'abord peut-être présenter trois principaux projets de recherche là, sur lesquels on travaille avec, entre autres, le pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, mais aussi des équipes de recherche pluridisciplinaires là, auxquelles on s'est adjoint. Et dès le début de la pandémie, donc même à un moment où on n'était pas encore en pandémie, on était alors en février, on savait que ça s'en venait chez nous, mais pas à quel point. On a eu différents financements de recherche pour travailler sur les stratégies de communication des acteurs de santé publique, donc voir comment les acteurs de santé publique émettaient leurs messages. Et dès le départ, donc en février, déjà, on avait en tête de travailler sur comment ces messages étaient confrontés à des fausses nouvelles, de la désinformation, des thèses complotistes. Donc, on envisageait tout ça parce que c'était déjà des sujets qui nous préoccupaient depuis longtemps avec la chaire. Évidemment, on n'anticipait pas que ça prenne autant de place dans les débats, mais donc, c'était déjà un élément sur lequel on travaillait. C'est adjoint à ça deux autres projets de recherche, un sur la modification des pratiques journalistiques en contexte de pandémie, parce que le défi était très grand aussi pour les médias d'information traditionnels. Je vais y revenir brièvement. Et enfin, le dernier projet sur lequel on travaille avec la chaire, qui consiste vraiment à aller voir, principalement au niveau du Canada, mais notamment chez les jeunes, donc j'en parlais, comment se passe cette désinformation-là et comment cette désinformation-là se propage aussi sur les médias sociaux. Donc, qui les partage? Est-ce qu'on voit vraiment des liens avec différents mouvements politiques ou idéologiques et pourquoi? Et est-ce qu'il y a des outils de prévention qui pourraient s'avérer efficaces là, en termes de désinformation? Donc, c'est les projets sur lesquels on travaille. Pour faire un état de ce qui s'est passé dans les derniers mois, là, je voulais peut-être revenir sur trois points principaux assez brièvement. Donc, d'abord, sur les enjeux médiatiques. Donc, ce qu'on a vu vraiment, c'est une situation particulière pour les médias qui sont déjà en crise depuis un certain temps. On le sait, la situation économique est vraiment difficile pour les médias qui sont confrontés à la concurrence, entre autres des grands joueurs du web américain qui ont grugé beaucoup de revenus publicitaires. Mais là, la crise économique dont on a discuté au début de cette présentation-là est venue affecter aussi les médias qui ont déjà connu des coupures de journalistes, des pertes de salaire, plusieurs médias ont fermé dans un contexte assez particulier parce qu'ils ont fermé au moment où on avait vraiment besoin d'eux plus que jamais, semble-t-il. En tout cas, ils étaient très consommés, même peut-être trop parce que l'on sent un essoufflement chez certains gens qui s'éloignent des médias traditionnels et ça peut engendrer tout ce qu'on connaît là, au niveau de la désinformation. Donc, très sollicités, les journalistes, un peu débordés avec les points de presse quotidiens. Donc, des journalistes qui nous disaient être essoufflés, mais qui se sentaient enfin utiles, donc se sentaient vraiment très impliqués dans la cause.
Et on l'a vu d'ailleurs, on a vraiment vu une hausse des codes d'écoute en termes de médias et qui ont été très mobilisés aussi à cause des fausses informations. Donc, cette désinformation-là qui existait déjà semble avoir pris une ampleur tellement particulière que beaucoup de journalistes nous disaient on reçoit des tonnes et des tonnes de courriels, on ne sait plus où donner de la tête pour vérifier les faits. Alors, on se contente d'aller vers ce qui semble le plus dangereux, le plus gros, qui rejoint le plus de gens. Donc, une situation difficile pour les professionnels de l'information. À ça s'ajoute vraiment ce qu'on a pu voir là, en termes d'adhésion aux thèses complotistes et aux fausses nouvelles. Donc, dès le départ, nous, on s'est intéressé à comment les gens étaient exposés à de la désinformation, puis à des énoncés qu'on pouvait associer à un certain niveau de complotisme pour voir qu'est-ce qui se passait là, au sein de la population. Donc, une de nos premières recherches consistait à faire un sondage préliminaire auprès des Canadiens et des Québécois. On était alors dans un échantillon d'environ 600 répondants. C'était assez conservateur, ce n'était pas nécessairement représentatif, mais c'était pour nous donner une première idée avant d'aller plus loin dans nos recherches. Puis nos données, déjà à l'époque, ont été vraiment dans le sens de ce qu'on a vu ensuite qui a été sorti par l'INSPQ, par d'autres groupes de recherche. Donc, ce qu'on a vu de particulier, vraiment, c'est pas nécessairement une adhésion plus grande comme on le penserait aux théories du complot, mais c'est très difficile à dire parce qu'il existe quand même peu de données sur l'état d'adhésion aux thèses complotistes ou aux fausses nouvelles au Canada avant la crise. C'est un des projets sur lesquels on travaillait parce qu'on trouvait qu'il manquait de données probantes. On n'a pas eu le temps d'aller chercher toutes les données qu'on voulait avant que la pandémie éclate, malheureusement. Mais donc, ce qu'on a vu, c'est vraiment une adhésion rapide. Donc, des thèses qu'on voyait, par exemple, sur d'autres maladies comme le sida, c'est-à-dire est-ce que c'est créé en laboratoire intentionnellement par des pharmaceutiques? Est-ce qu'il y a un complot gouvernemental derrière ça? Donc, ce n'est pas nouveau. Ça existait sur d'autres maladies, mais là, ce qui est particulier avec la pandémie, c'est qu'on s'est mis à adhérer à ça très, très rapidement. Et comme le temps file, je voulais juste finir avec un certain portrait de l'adhésion aux thèses complotistes. Donc, ce qu'on peut voir dans nos dernières données, là, où là, on a vraiment été mesuré dans 8 pays la situation avec des échantillons de plusieurs milliers de répondants, on voit que le Canada se positionne, semble-t-il, pas si mal comparé à d'autres pays où l'adhésion aux thèses complotistes semble beaucoup plus grande, aux Philippines, aux États-Unis, en Angleterre. Donc, moins inquiétant peut-être qu'on le pensait, mais ça reste très inquiétant parce qu'aussi, on a pu tresser un portrait de ce que les gens avaient tendance à avoir comme caractéristique quand il y a des à ces thèses complotistes-là. Donc, on a vu un lien très fort avec le niveau d'éducation. Donc, un niveau moins qu'universitaire fait en sorte qu'on adhère plus facilement à ces thèses-là. C'est là que l'éducation, la sensibilité à développer un sens critique, vérifier les sources d'information semble très importante. Nos plus jeunes répondants, c'est ceux qui y adhèrent le plus. Ça nous préoccupe beaucoup en ce moment. On voit vraiment un lien aussi avec la confiance. Donc, les gens qui sont méfiants envers les autorités politiques, santé publique, nous, chercheurs, médias d'information, adhèrent davantage. Donc, il y a un lien d'ailleurs, plus on est présent sur les médias sociaux, d'ailleurs, le confinement a favorisé ça, plus on a tendance à adhérer. Si on consomme davantage de médias traditionnels, on a tendance à un peu moins à adhérer. Et enfin, juste en terminant, ce qui était un peu contre-intuitif et qu'on a traité quand même beaucoup dernièrement là, dans les médias, c'est ce qui est ressorti de nos données aussi sur le fait que les gens qui adhéraient à ces complots-là, une bonne partie d'entre eux avaient tendance à être très anxieux. Donc, c'est assez contre-intuitif pour nous, mais on a des chercheurs qui étaient davantage en santé publique puis en psychosocial qui travaillent avec nous. Et ce qu'on voit vraiment comme lien, c'est justement cette espèce d'anxiété-là par rapport à la santé et financière, donc où beaucoup de gens ont vécu des pertes d'emploi, fait en sorte qu'on cherchait des réponses. Ces réponses-là, on ne les trouve pas toujours dans les médias traditionnels ou dans la science en ce moment parce qu'on manque de données probantes. Donc, on est en train de dire, on apprend sur la maladie, mais ce n'est pas nécessairement fiable. On ne peut pas encore dire est-ce qu'il existe vraiment des médicaments pour prévenir, pour traiter. Donc, on cherche des solutions ailleurs, des réponses ailleurs. Et c'est plus rassurant pour des gens qui sont très anxieux de se faire dire, il y a peut-être un complot qui nous est caché et qu'on est en train de mettre le doigt dessus, que de juste se faire dire, il n'y en a pas de réponse. Du coup, pour lancer notre deuxième temps dans cette discussion-là, je vais me tourner vers Olivier Arviset que j'ai coupé dans son propos pour voir, donc pour lui permettre de terminer, mais aussi de regarder qu'est-ce qui s'en vient au niveau de l'éducation. Puis ça fait quand même un beau pont avec ce que vous êtes en train de nous dire. Ça nous inquiète, nos jeunes qui sont mal informés, qui ne sont pas nécessairement suffisamment encadrés et éduqués pour pouvoir à prendre des bons choix face à leurs croyances. Donc, professeur Arviset? Oui, bien, en fait, j'y vois vraiment beaucoup de liens, là, puis effectivement, tout ça est intimement lié, là, puis malheureusement, s'il y a des retards importants dans
les cheminements éducatifs des jeunes, ça risque de pas nécessairement être une bonne nouvelle pour l'adhésion aux théories complotistes, entre autres. Peut-être pour répondre à la question sur qu'est-ce qu'il faut entrevoir là, pour la suite, bien évidemment, l'école reprend dans beaucoup d'endroits dans le monde. Ce qu'on voit, c'est qu'on anticipe un retard important chez les élèves, chez les apprenants en général. Dans la recherche actuellement, il y a plusieurs projections, même des recherches de modélisation qui ont été réalisées, où on est capable de travailler à partir de recherches connexes, des recherches, par exemple, qui portent sur la perte des apprentissages ou de la performance scolaire chez les élèves après les vacances d'été, lorsqu'il y a des arrêts prolongés à cause d'une catastrophe naturelle, entre autres, ou chez des élèves qui ont des absences prolongées pour des raisons de santé. Donc, de ces études-là, on arrive à produire des projections qui sont pas très rassurantes. En fait, dans les systèmes éducatifs équivalents aux nôtres, on estime que le retard, par exemple, en littératie, tout ce qui concerne les tâches liées à la lecture, l'écriture, la compréhension d'une langue, on estime le retard à environ 30 %, un retard moyen chez la plupart des élèves à 30 % lors de la reprise de l'école actuellement. Et en numératie, donc toutes les tâches liées aux mathématiques, aux opérations mathématiques, c'est près de 50 % la moyenne du retard qu'on estime selon ces projections-là. On sait aussi que chez les élèves plus jeunes, ça risque d'avoir un impact encore plus important. Donc, chez les élèves, par exemple, de première, deuxième ou troisième année, on parle d'un retard qui pourrait aller jusqu'à une année scolaire complète en moyenne. Et là, évidemment, on ne parle pas des élèves qui sont en plus grande difficulté. On parle vraiment chez l'élève moyen en général. Donc, évidemment, tout ça, nous, avec les collègues, on va essayer de vérifier si ces projections-là se matérialisent dans les prochaines semaines, les prochains mois dans les écoles au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. On a un projet de recherche multidisciplinaire qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines qui va justement viser à valider les retards en termes d'apprentissage en littératie, en numératie, mais aussi à comprendre davantage comment les pratiques enseignantes sont transformées par ces retards-là, mais aussi par les mesures d'hygiène et de sécurité qui sont mises en place dans les écoles. Évidemment, le rapport entre les enseignants et les élèves est fondamental dans l'apprentissage et on va s'intéresser beaucoup à la transformation de ces pratiques-là, mais aussi avec certains épidémiologistes qui vont participer au projet, on va s'intéresser aux facteurs de risque ou de protection que les pratiques enseignantes peuvent avoir sur la propagation de la pandémie au sein des écoles au Québec, entre autres. Donc, évidemment, on a été à l'écart des écoles parce qu'elles étaient fermées pour faire nos projets de recherche. Et donc là, on souhaite y retourner avec beaucoup d'enthousiasme de façon sécuritaire pour vraiment évaluer les effets concrètement de la pandémie actuelle. Puis, sinon, ben, on s'inquiète aussi beaucoup du décrochage scolaire. Parallèlement au retard qu'on anticipe, on sait qu'il y a des points de rupture importants chez les élèves. On sait que, par exemple, une transition difficile vers l'école secondaire est un prédicteur fort du décrochage scolaire quelques années suivant cette transition difficile-là. Donc, on appréhende beaucoup de transitions difficiles vers le secondaire 1 pour beaucoup d'élèves au Québec, entre autres, mais aussi ailleurs dans le monde. On sait aussi qu'un retard important dans les compétences en lecture sont un déterminant assez fort de la réussite scolaire, mais aussi du décrochage. Donc, si les élèves ne sont plus des lecteurs très compétents et très fluides, à cause de ce retard-là, ça risque d'avoir une incidence dans l'ensemble des apprentissages aussi dans les autres matières et donc un impact important sur leur réussite et sur leur engagement et leur persistance scolaire. Donc, c'est des choses qu'on va vouloir tenter de valider ou pas avec les recherches qu'on va mener cet automne. Merci beaucoup. Fait que donc, je reviens vers vous, Mme Carignan, parce que vous avez parlé d'un projet là, justement qui concerne les jeunes. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous en glisser quelques mots, puis regarder aussi, nous indiquer sur quoi vous portez votre attention dans les prochains mois. Oui, merci beaucoup. Tout à fait. Là, on parle des jeunes. On vient d'avoir un financement pour vraiment aller regarder un portrait pan-canadien qui va être plus approfondi sur l'état de la désinformation, de l'adhésion à certains énoncés complotistes, non pas que sur la pandémie, mais sur différents facteurs pour justement avoir un peu de données probantes qui nous manquaient, là, dont j'évoquais tout à l'heure. Et justement aussi, on va aller travailler avec les jeunes pour voir le niveau d'adhésion à certains énoncés complotistes, fausses nouvelles, mais aussi tester des outils pour contrer la désinformation et voir s'ils fonctionnent
fonctionne bien. Donc, c'est un des projets qu'on met en place cet automne. On poursuit aussi l'analyse de contenu médiatique pour voir comment les médias ont traité de la pandémie, comment le contenu médiatique évolue à travers la pandémie. Donc, on analyse vraiment le contenu des journaux dans les différentes provinces du Canada à différents moments de la pandémie. Et on est en train de travailler sur les médias sociaux aussi. On a vraiment travaillé à construire un corpus où avec une méthode de boule de neige, on a pu voir un peu qui partageait de la désinformation et puis des thèses complotistes sur le virus, mais aussi comment ça se rattachait à certaines idéologies. Donc, est-ce que ça se rattachait à des mouvances plus d'extrême droite? Donc, on a vu quand même vraiment certaines mouvances d'extrême droite reprendre ce discours-là pour partager ça avec d'autres idéologies, mouvements anti-vaccins, survivalistes. Alors, on a un peu fait un mapping de tout ça, puis là, il nous reste à analyser puis à approfondir notre compréhension de comment certains discours ont pu être réappropriés et dans quel but. Et on travaille également là, justement à continuer la comparaison internationale avec les 8 pays qui font partie de notre étude pour voir comment on se positionne par rapport à d'autres pays. Donc, on est vraiment en train là, de récolter des nouvelles données. Comme je le dis, on voit que finalement, il y a des pays où ça semble encore plus préoccupant que chez nous, la désinformation, les fausses nouvelles. Mais il faut voir comment ça évolue. Puis ça, c'est un point où je ramène toujours l'attention quand je discute notamment avec les médias parce que il y a vraiment un grand lien avec la confiance. Puis les premières étapes de nos analyses étaient un moment où on avait une grande confiance envers le gouvernement provincial et fédéral, particulièrement provincial. On a eu des moments où on disait que c'était des records historiques de confiance envers le gouvernement Legault. Si cette confiance-là baisse, comment les gens risquent de réagir? Est-ce que ça risque de justement susciter encore plus de méfiance, peut-être d'adhésion à des visions complotistes, de mouvements d'opposition. Donc, ça va être à surveiller. Mais en même temps aussi, je rappelle toujours la prudence parce qu'il ne faut pas exagérer non plus la situation. Je suis souvent aux médias, non plus, ce n'est pas tout le monde qui a une vision complotiste, pas tout le monde qui est désinformé. Il ne faut pas donner trop de visibilité puis trop d'attention non plus à des gens qui font partie de ces mouvements-là puis qui cherchent parfois cette attention-là. Il faut rester très prudent quand on parle des phénomènes de désinformation en ce moment pour ne pas non plus exagérer la réalité qui en est. Et enfin, on va continuer à travailler aussi avec les journalistes pour voir leurs défis. Je suis assez préoccupée personnellement là, de comment les médias vont pouvoir faire leur travail dans les prochains mois, connaissant l'état de leurs finances. Je sais que ce n'est pas nécessairement la priorité quand on sait que l'ensemble de la situation économique est difficile. J'ai des collègues qui en reparleront mieux que moi, mais pour les médias aussi, en ce moment, là, la perte de revenus est assez criante alors qu'ils sont particulièrement sollicités pour faire leur travail. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais me tourner vers M. Gagnon parce qu'on s'est laissé justement sur ces aspects culturels-là là, qui avaient créé un mouvement plus rapide qu'ailleurs dans le monde. Donc, on vous écoute. Oui, je voulais revenir un petit peu. Ce mouvement reste important aux États-Unis. Il y a beaucoup de ces individus aussi qui croient aux théories du complot, dont Marie-Ève Carignan parlait. Donc, je trouvais son propos extrêmement intéressant. J'avais l'impression de voir toute la pertinence de ça lorsque vient le temps d'analyser ce qui se passe aux États-Unis. Pour ce qui est de ce qui s'en vient pour nous, à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, comme c'est le cas habituellement en campagne électorale aux États-Unis, on va suivre tout ce qui se passe en vue du scrutin du 3 novembre cette fois-ci. Et la semaine prochaine, pour ceux et celles qui s'intéressent, on annoncera notre série d'activités, de webinaires sur la campagne électorale américaine. Peut-être 8 webinaires, notamment lors des débats présidentiels qui auront lieu à partir de la fin septembre. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter cette information-là au www.dandurand.uqam.ca. Et on va évidemment essayer de voir comment la COVID-19 affecte la campagne électorale. Et pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les sondages le démontrent, c'est l'enjeu le plus important aux yeux du plus grand nombre d'Américains. Et ça nuit à M. Trump parce qu'il y a 60% d'Américains à peu près qui estiment qu'il n'a pas fait un bon travail dans ce dossier-là. Et ce qu'on voit depuis les conventions démocrates et républicaines de la semaine dernière, c'est qu'évidemment, la stratégie des démocrates, c'est d'en parler le plus possible de la pandémie parce qu'on sait que c'est un enjeu sur lequel M. Trump peut perdre des plumes en vue du 3 novembre. Et M. Trump fait un petit peu abstraction de cet enjeu-là et essaie d'en parler le moins possible. Et il essaie de recentrer l'attention sur d'autres questions qui ne sont peut-être pas prioritaires aux yeux de la majorité des Américains en ce moment, mais d'autres questions qui peuvent être payantes électoralement pour les républicains et M. Trump, notamment le thème de la loi et l'ordre en lien avec tout ce qui se passe encore cette semaine et la semaine dernière, mais les tensions raciales dans plusieurs villes américaines depuis l'assassinat de George Floyd il y a quelques mois
Et ce qu'on voit en ce moment à Portland, en Oregon, à Kenosha, au Wisconsin. Et le pari de Trump, rapidement, c'est de dire aux électeurs et électrices des banlieues que ce qui se passe dans les centres où c'est très instable peut déborder vers les banlieues et que pour éviter ça, il faut voter Trump, le candidat de la loi et l'ordre, alors que M. Biden est un petit peu plus faible sur ces questions-là. Et je dirais, ça, c'est sur une note un peu plus personnelle, que le défi pour notre équipe et pour un projet sur lequel je travaille en ce moment, un projet CRSH Savoir, c'est qu'on a un gros projet qui consiste à se demander quel est l'effet Trump sur la manière dont les acteurs politiques et les électeurs à l'échelle locale dans des États voisins du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, quel est l'effet de Trump sur la manière dont ces gens-là perçoivent la relation canado-américaine sur des enjeux comme la frontière, l'énergie, les projets d'Hydro-Québec, la pêche au homard, on en parle en ce moment aussi. Et en 2018, grâce à ce projet, on a fait beaucoup d'enquêtes terrain, des entretiens avec une multitude d'acteurs locaux dans une douzaine d'États américains. Et on a le financement pour poursuivre ce projet-là. Mais en ce moment, étant donné la difficulté de gérer la pandémie aux États-Unis, la fermeture de la frontière, c'est pratiquement, je pense que ce serait impossible pour nous de faire le terrain qu'on souhaitait faire. C'est plate parce qu'on avait établi des contacts intéressants, notamment au New Hampshire en février dernier. On a pu rencontrer les candidats, Joe Biden, on a jasé avec eux, et des conseillers de campagne électorale. Et ça nous donnait l'occasion de partager des données peut-être un peu plus originales que tout ce qu'on peut lire par ailleurs dans les quotidiens américains et tout ça. Donc ça, c'est un défi plus personnel, mais je pense que c'est important de le noter parce que ça affecte pas mal les projets de recherche aussi sur lesquels on peut travailler. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Gagnon. Professeur Raymond, parce qu'on a ouvert la porte sur les aspects organisationnels des industries, donc ça nous ramène sur vos intérêts de recherche, les risques, la gestion des risques, nos organisations. Est-ce que vous voulez nous dire à peu près qu'est-ce qu'on devrait surveiller, qu'est-ce qui est un enjeu, un défi dans les prochains mois? Bien, dans les prochains mois, c'est sûr qu'avec l'OCA, on va continuer la veille qui était faite là, concernant la COVID. Là, donc, une partie de l'équipe de l'OCA a été mobilisée pour cette veille-là. On a aussi un axe de recherche à l'OCA sur la résilience aux catastrophes que je co-dirige avec Caroline, justement pour se questionner sur la COVID et le contexte particulier qu'on a au Québec et la notion de, si on veut, de gestion des crises et de la sécurité là, dans des délais court terme. Mais je serais tenté de vous dire, moi aussi, ce qui va être important de comprendre dans les prochains mois, tant au niveau du Québec, mais je pense que ça peut s'appliquer partout, il faut arrêter de réinventer la roue à chaque fois. Il se fait des choses au Québec, aux États-Unis, à travers le monde, comme Mme Rio en avait parlé au début. Et il va falloir qu'on commence à vouloir intégrer ça dans nos actions et nos décisions qu'on doit prendre. Et il va falloir écouter toutes les sciences. Olivier en parlait au niveau de l'éducation, le psychosocial, Mme Carignan, M. Gagnon aussi. Donc, il va falloir, pas juste la santé publique, mais l'ensemble des sciences, qu'on parle de l'éducation, justement, le psychosocial, la communication, tout ça. Donc, il va falloir commencer à avoir une perspective beaucoup plus large. Et pour ça, il va peut-être falloir commencer aussi à développer une capacité de collaboration et de concertation des différents acteurs là, qui interviennent. Je vais parler pour le Québec, là, mais aussi le niveau économique, parce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, il va peut-être avoir une notion de cumul de catastrophes, qui est d'ailleurs un des projets sur lesquels on va vouloir se pencher là, cet automne. Jusqu'à maintenant, on a été chanceux ici au Québec. On n'a pas eu des inondations immenses, on n'a pas eu d'accidents industriels comme on a pu voir cet été. On n'a pas eu, donc ça a bien été, on n'a pas eu un ouragan non plus qui est passé ou des catastrophes naturelles qui viennent faire ça. Donc, cette notion de cumul-là, à un moment donné, il va falloir s'y attarder parce que si jamais ça a à se produire, bien, il va falloir être certain d'avoir cette capacité-là à prendre en charge tout le monde et à gérer cet événement-là. Et c'est certain, hein, il n'y a pas de solution unique. Donc, moi, ce que j'aime bien rappeler aux gens, là, il va falloir trouver une façon de développer notre capacité d'adaptation, notre créativité pour trouver des solutions à ces problèmes complexes-là.
il n'y a pas de solution unique, puis à la limite, il n'y a pas de solution, il n'y a pas un guide qu'on peut ouvrir, puis voici quoi faire. Donc, c'est pour ça que ça nous demande d'être créatifs. Et plus on va être de gens autour de la table, mieux ça va être. Donc, je pense que c'est un peu ça qui nous attend dans les prochains mois. Il va falloir apprendre à travailler ensemble et mettre tout le monde autour de la table. Tout à fait. Ça me fait penser, en fait, à ce que Mme Rioux, dans son propos, a commencé à discuter là, il y a déjà 1 heure de ça. Donc, Mme Rioux, si vous êtes avec nous, quand vous avez parlé des enjeux climatiques comme étant, faisant partie de l'écosystème à observer, à tenir en considération. Donc, je me tourne maintenant vers vous pour ce deuxième regard là, sur la situation dans les prochains mois. Oui, c'est vraiment étrange. En écoutant tout le monde, je me suis dit, dans le fond, la pandémie, c'est vraiment une espèce d'immense wake-up call. C'est comme on se réveille là, tout d'un coup, puis on se réveille en se disant, ben, il faut qu'on agisse, il faut on doit agir, on doit intervenir. Et moi qui, depuis des années, donc, j'œuvre en économie politique internationale, j'étudiais la mondialisation, les politiques économiques qui étaient dans un carcan néolibéral. Bon, en tout ça pour dire qu'on avait cette idée que tout allait s'autoréguler, qu'on intervient le moins possible. Et puis maintenant, on est dans un autre monde. On est dans un monde où est-ce qu'on doit se détourner de l'individualisme ambiant, c'est-à-dire cette idée qu'il faut libérer l'individu des contraintes, les entreprises ou peu importe, hein, donc, et les engager dans une action collective. C'est ça qu'on est en train de peut-être redécouvrir ensemble. Et quand je disais tout à l'heure qu'on va commencer à intervenir, et on intervient hein, de part et d'autre, et qu'il y a je dirais un bémol, c'est-à-dire il y a un obstacle à la réussite de cette entreprise-là, c'est-à-dire si on ne se met pas d'accord sur les balises de nos interventions, mais ça peut vite tomber dans la rivalité internationale ou la rivalité ou la conflictualité dont, par exemple, mon collègue Frédéric Gagnon parlait tout à l'heure. Il y a une polarisation extrême, je veux dire, dans nos sociétés, à l'intérieur et entre les sociétés du monde, les communautés du monde. On est dans je dirais, un tipping point, hein, pour utiliser cette expression en anglais. Et donc, je pense que c'est une fabuleuse expérience, mais en même temps, il faut falloir réactiver les mécanismes de la coopération, tant à l'interne qu'à l'externe, la coopération économique internationale. Je le disais tout à l'heure, il y a une rivalité de plus en plus grande entre les États-Unis et la Chine, mais c'est parce que, dans le fond, on ne connaît pas on a accepté la Chine dans le système multilatéral et finalement, ben, c'est la Chine qui détourne le système multilatéral de la trajectoire, je dirais, transatlantique de l'Europe. Pendant que l'Europe s'entendait bien avec l'Amérique du Nord, il n'y avait pas trop de problèmes. Bon, on avait des problèmes avec les Amériques un peu, mais il y avait un ordre économique international, on s'entendait plus ou moins. Mais maintenant, on n'est même plus capable de s'entendre même sur la notion d'économie de marché. Puis après ça, ben, tout le monde intervient, mais l'intervention de la Chine, non, c'est trop politique. Donc, il y a une espèce d'immense flou artistique au niveau international sur l'articulation des réponses, des plans de relance et, je dirais, la règle de droit et qu'est-ce qui peut être une concurrence déloyale ou non. Je pense que, par exemple, l'Europe est en train de montrer la voie. L'Europe qui est en train de se désintégrer, vous vous souvenez, avec le Grexit puis le Brexit. Maintenant, ils sont quand même revenus avec l'axe France-Allemagne. Ils ont ramené un peu d'ordre dans la maison Europe. Et puis, il y a de grandes choses qui se font au niveau de l'action collective européenne. Donc, en tout cas, je ne veux pas être pessimiste, mais en tout cas, on a beaucoup de pain sur la planche. Effectivement, beaucoup de pain sur la planche, puis ça amène des questions légales. Hein? Effectivement, là, ça brasse notre monde. Et du coup, on a eu une première question. Puis là, je vais en profiter pour inviter tous les participants, si vous voulez, écrire vos questions dans la section questions et réponses. Alors, c'est Q et R, hein, dans le bas de votre écran Zoom. Vous pouvez vous inscrire vos questions, puis ça nous arrive, en fait, ça m'arrive, puis je vais les rapatrier. Puis il y avait une première question par rapport à nos participants, mais c'est vraiment en lien à ce que Mme Rioux est en train de dire. Par contre, ça s'adresse aux propos de Mme Carignan, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des recours légaux et des leviers pour intervenir auprès des individus qui génèrent volontairement de la désinformation, des théories du complot? Puis là, là, c'était adressé à vous, Mme Carignan, mais je peux quand même le lancer à tout le panel là, si vous avez des pistes là, dans vos réalités respectives.
Oui, bien, si vous me permettez, je vais rebondir sur la question et je laisserai mes collègues ensuite réagir également. C'est une très bonne question. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de loi qui empêche la diffusion de fausses nouvelles au Canada. Donc, c'est très difficile d'encadrer les fausses nouvelles. Puis, dans d'autres pays, ce qu'on a vu quand il y a vraiment des lois qui ont été appliquées sur la diffusion de fausses nouvelles, donc ce qu'on entend en général par fake news, là, on peut penser là, vraiment les fake news qui ont été diffusées, entre autres, aux États-Unis, dont on a entendu parler beaucoup, c'est que c'est très sensible parce que souvent, ces lois-là supposent en même temps une espèce d'utilisation politique. Donc, on s'en sert parfois pour bâillonner un peu les gens, puis dire qu'ils ont diffusé des fausses nouvelles quand ils ont diffusé des nouvelles négatives contre des gouvernements autoritaires. Alors, encadrer les fausses nouvelles est vraiment difficile. Au Canada, il y a déjà eu une loi contre la diffusion de fausses informations. Elle est tombée lors d'un procès il y a plusieurs années, à un moment où justement on se disait c'est difficile de définir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Puis la réalité est émouvante aussi parce que parfois il y a des éléments qu'on pense faux, mais plus tard on va apprendre qu'ils sont vrais. Hein. Des complots, il y en a eu dans le passé. On ne les a pas su tout de suite. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'un complot de l'ampleur de ceux qu'on entend sur la COVID sont réalistes. Mais bref, c'est très difficile à légiférer. Donc, difficile d'intervenir auprès des gens qui vont partager des fausses nouvelles ou des thèses complotistes. Par contre, un des éléments pour moi qui est vraiment important, c'est justement le fact-checking ou la vérification de faits que les journalistes vont faire. Parce qu'il y a quand même un débat, même dans la communauté journalistique, où on dit est-ce que c'est le rôle des journalistes qui ont déjà à couvrir l'actualité, qui sont déjà en sous-nombre, parce que, bon, je parlais tantôt des enjeux financiers des médias, mais il y a de moins en moins de journalistes qui doivent faire de plus en plus de travail. Donc, en plus de couvrir l'actualité puis de faire des enquêtes, est-ce qu'ils doivent se taper la vérification des faits sur Internet quand il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent? Le débat court même au sein de la communauté journalistique. Et moi, je trouve que c'est vraiment pertinent de faire cette vérification de faits-là. C'est que des gens qui sont pas nécessairement mal intentionnés, mais se posent des questions. Je vois une fausse information circuler. Je me demande si elle est vraie ou fausse. Parfois, ça semble très véridique. Ou une thèse complotiste. Bien, si je vais maintenant sur un moteur de recherche et que je vois que des journalistes ont fait un travail rigoureux pour désamorcer certaines choses ou les remettre en contexte, bien, ça aide à balancer puis à faire une espèce de, disons, d'autorégulation des fausses nouvelles de ce qui se passe. Donc, je pense que le travail des journalistes à cet effet-là est quand même relativement important. Et puis, bien, pendant la pandémie, il faut parler aussi de certaines instances qui ont été vraiment sollicitées, puis elles ont peut-être besoin là, de refinancement, mais on peut penser à InfoSec, qui a été vraiment débordé par toutes sortes de gens qui les appellent en disant « quelqu'un dans mon entourage s'est radicalisé, croit maintenant des thèses complotistes ». C'est la même chose sur le Centre de prévention de la radicalisation dans la violence. Donc, beaucoup de gens se sont rabattus sur des organismes comme ça parce qu'il n'y en a pas qui sont vraiment spécialisés dans la désinformation et dans le combat là, de dénoncer complotistes. Et là, c'est peut-être ce qui me ramène à tout ce que je disais tout à l'heure. On manque de données là-dessus. Puis là, il est peut-être temps qu'on installe là, un peu plus de structure pour travailler sur la désinformation puis l'éducation aux médias. Non pas dans le sens d'éduquer les gens à comment consommer les médias, mais aussi à quoi consommer, je veux dire, mais à comment le consommer, comment s'informer de façon efficiente. Voilà. Merci, Monsieur Gagnon. Est-ce que, parce que là, on a parlé de polarisation, on parle de l'échiquier États-Unis-Chine, est-ce que vous aimeriez nous proposer un petit mot sommaire là, sur votre position par rapport à ces enjeux-là? Là, je ne vous entends pas. Vous n'avez pas désactivé votre... Désolé, c'est le métier qui rentre, comme on dit. J'ai bien aimé ce que Michel a dit sur le fait que c'est difficile de se doter de règles communes à l'échelle internationale pour réguler le commerce. Bon, ce que je constate aux États-Unis, c'est que c'est un peu ce que le projet CRSH Savoir nous permet de conclure, c'est que le nationalisme économique dont Trump est le principal acteur en ce moment et depuis son élection en 2016 me semble là pour rester dans une certaine mesure. C'est ce qu'on a vu dans le cadre de notre projet. Il n'y a pas juste Trump qui aime cette idée qu'on doit acheter américain, qu'on doit protéger les emplois chez nous avant d'aider les autres. Et évidemment, ça affecte la politique américaine envers la Chine parce qu'on l'a vu, Trump a milité pour une guerre commerciale contre la Chine, utiliser les tarifs commerciaux pour empêcher ou en fait convaincre la Chine de cesser d'y aller de vol de propriété intellectuelle auprès des entreprises américaines, d'espionnage économique et tout ça. Et je ne sais pas si ça disparaît, mettons, ce type d'attitude à l'égard de la Chine, je ne sais pas si ça disparaît même si Trump perd le 3 novembre prochain. Je lisais le texte que Joe Biden a écrit dans la revue Foreign Affairs, dans laquelle il présente sa vision de la politique étrangère. Et Biden emploie des mots qui peuvent rappeler ceux de Trump lorsqu'il traite du dossier de la Chine.
Il dit, par exemple, que les Chinois devront cesser de voler les Américains. Il emploie le mot « robbing ». Et c'est pour ça que je pense qu'on est dans une nouvelle ère et la pandémie peut-être accentue ce désir des sociétés, notamment de la société américaine, de se servir avant d'aider les autres. Dans le secteur laitier, on l'a vu, les fermiers du Wisconsin disaient on veut avoir un plus grand accès au marché canadien dans ce domaine-là. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium de la part de Trump qui reviennent encore. Et là, ce n'est pas mon expertise, mais j'écoutais une entrevue intéressante sur les ondes de Radio-Canada hier. Et François Legault parle de l'importance d'acheter québécois aussi au cours des... On est un peu dans cette logique-là et ça affecte la relation avec la Chine. Et je dirais que c'est dû notamment à la montée de la Chine parce qu'il y a une paranoïa aux États-Unis, une crainte d'un grand bouleversement, un des grands bouleversements internationaux depuis 1945, et c'est que les États-Unis perdent un jour leur statut de première superpuissance dans ce monde-là où on essaie de faire dégringoler la Chine à l'aide des tarifs et tout ça. Mais on voit que l'économie de la Chine en a peu souffert là, quand même depuis le début de la présidence Trump. Donc, c'est peut-être pas, je ne réponds peut-être pas à la question, mais ça m'inspire ces quelques réflexions en tout cas. Oui, merci beaucoup. Non, mais c'est tout à fait à propos. Je me tourne vers M. Aymon. J'ai une question qui nous demande par rapport aux grandes entreprises, donc tout notre filet économique, hein, nos gens actifs. Alors, quelle place auront les intérêts dans la redéfinition de la mondialisation, de la situation du Québec? Comment vous voyez là, cette dynamique-là là, de votre côté? Merci. C'est certain que ce n'est pas ma spécialisation directe, là, le côté économique, mais de ce que je peux voir avec les entreprises avec lesquelles on travaille, qu'elles soient petites ou grandes, hein, cette redéfinition-là leur demande de repenser un peu leur façon de faire au niveau autant de l'approvisionnement. On s'est rendu compte qu'on avait perdu beaucoup de capacité de production ici au Québec de choses de base, qu'on s'approvisionnait de l'externe. On a redéveloppé ça et ça nous a... encore une fois, j'en ai parlé un peu tantôt, mais les entreprises qui étaient sur des seuils, je vais appeler ça un seuil de vulnérabilité, là, qui étaient sur la ligne, bien, eux vont trouver ça excessivement difficile. Et souvent, quand ils nous approchent, ce qu'on leur dit, c'est travailler à vous donner une marge de manœuvre, que ce soit temporelle ou financière, ou de capacité de production ou de gestion, parce que ces entreprises-là qui ne seront pas capables de se retourner et de s'adapter à cette redéfinition-là qu'il va avoir, eux vont sûrement passer à la trappe. Puis on l'a vu, là, de grandes entreprises se sont mis sous la protection de la loi sur la faillite ici au Québec, au Canada, mais on va le voir, là, ça va s'emmener des grandes entreprises qui vont commencer à licencier des gens. Au début, on parlait d'aplatir la courbe de la santé publique. Le gouvernement, en injectant beaucoup d'argent dans l'économie, a aussi essayé d'aplatir la courbe des conséquences économiques pour essayer que ça se fasse sur environ les 2 prochaines années. Quand on regarde les études dans ce domaine-là, c'est qu'on a essayé de différer ça de 2 ans pour voir un peu ces effets-là qu'on va avoir parce qu'on doit leur donner le temps. Et c'est un peu ça, je pense, que les entreprises vont devoir faire. Et je sais que dans la partie là, de la question, il y avait une notion du poids des géants du web, mais c'est certain que des événements comme ça sont des opportunités pour un et des malheurs pour d'autres. C'est certain que si on est tous plus à la maison, que ce soit sur Netflix, Facebook, Twitter, qu'on utilise plus nos produits Apple, Google et tout ça, bien, c'est certain que ces géants-là du web, ils gagnent. Et c'est là que tous les organismes de régulation et tout le questionnement qu'on a là, va devoir se mettre en place pour s'assurer qu'on garde un certain contrôle là-dessus. Merci, oui, tout à fait, hein, parce que ça redéfinit les équilibres, là, puis effectivement, ça demande une action collective là, pour emprunter les propos de Mme Rioux. Olivier, on a une question par rapport au retard chez nos enfants. Quelles seraient les bonnes pratiques pour permettre d'atténuer ou de rattraper les retards qu'on peut voir dans le système éducatif ou chez nos jeunes carrément? En fait, c'est une grande réponse, mais je vais essayer de la résumer en quelques points importants. Évidemment, je le mentionnais, il faut contracter le curriculum, il va falloir faire des choix.
il va falloir se concentrer assurément sur la numératie et la littératie. Donc, d'abord, faire beaucoup de lecture avec les élèves, c'est une approche à privilégier. La fluidité en lecture, c'est important, pas seulement en primaire, mais au secondaire aussi. Donc, de retravailler cette compétence-là. On sait aussi que les approches qui sont basées sur la résolution de problèmes, qui utilisent les démarches d'investigation, que ce soit la démarche scientifique ou d'autres démarches, sont à privilégier pour être capable d'amener les élèves à redécouvrir les réflexes qu'ils avaient en termes de production de raisonnement valide et valable, parce que ces apprentissages-là peuvent se transposer dans d'autres disciplines. Donc, si on fait moins de sciences, si on fait moins d'histoire ou de géographie, parce qu'on se concentre davantage sur la littératie et la numératie, bien, si on est capable de faire la résolution de problèmes, ça va pallier aux impacts que ça peut avoir dans d'autres disciplines. On sait aussi que c'est important, même si on va avoir tendance à se dépêcher, à aller rapidement, c'est important de se concentrer sur une approche qui est assez individualisée, d'entrer en contact avec les élèves, de développer une relation privilégiée avec les élèves malgré toutes les mesures de distanciation qui peuvent exister, parce que les apprentissages socio-affectifs sont essentiels pour que les élèves soient dans une bonne posture cognitive, d'être capables d'apprendre. Beaucoup d'élèves vont vivre de l'anxiété à l'égard de retourner à l'école, que ce soit à cause du contact avec les autres, mais aussi ça peut être lié à leur performance scolaire. Ils peuvent s'inquiéter de leur performance scolaire dans certains cas. Donc, il faut travailler beaucoup avec eux et avec elles pour les rassurer, pour qu'ils soient dans un état favorable à réaliser des apprentissages et à reprendre le retard qu'ils ont accumulé. Puis finalement, le dernier point, c'est surtout de se concentrer sur une approche basée sur les résultats à court terme. Donc, d'évaluer régulièrement la progression des élèves en littératie et en numératie pour pouvoir ajuster les interventions éducatives en fonction du progrès des élèves, mais avoir un portrait individualisé aussi des élèves parce qu'évidemment, il y aura énormément de disparités entre les retards scolaires que certains élèves auront eu. Donc, c'est important de bien l'évaluer pour s'adapter constamment. Merci beaucoup. Madame Rioux, j'ai une question de 1000 pièces pour vous, je pense. On nous demande, alors, selon vous, par rapport à la solidarité internationale, où finissent nos problèmes et où commencent ceux des autres? Oh, Madame Rioux a disparu. Elle a décidé de feindre le souci technique. Alors, oui, c'est une façon de ne pas en faire mon problème. Où commence notre problème? Ben, je pense que de plus en plus, je dirais avec cette mondialisation depuis une trentaine d'années, on l'a vu, maintenant on ne voyage plus, mais je veux dire la mobilité des personnes, la mobilité des produits, des biens, des services. Je pense que de plus en plus, on est de moins en moins capable de distinguer ce qui est de l'interne et de l'externe. Donc, c'est pour ça, par exemple, que tout un courant de la littérature s'avance sur ce qui est le transnationalisme ou les problèmes transnationaux et comment l'action collective peut faire face à ceci. Et je pense que les organisations internationales telles qu'on les connaît, centrées sur le système multilatéral, par exemple le système de l'ONU, l'OMC, toutes ces organisations sont conçues pour régler des problèmes qui distinguent ce qui est notre problème et ce qui est le problème commun, le problème de l'action collective au niveau international. Donc, je pense qu'il faut peut-être faire un saut de paradigme. Quand je parlais de changer de paradigme, c'est de voir justement que de plus en plus qu'on parle de climat, de santé, on l'a vu, la crise sanitaire, c'est ce que ça nous a rappelé. On ne peut pas commencer à bouger à gauche, à droite comme ça sans prendre des précautions, sans, je dirais, faire face à de plus en plus de pandémies comme celle qu'on vit présentement. Donc, et ça se décline au niveau de l'environnement. Ça se décline aussi, j'ai manqué une coche tout à l'heure quand je n'ai pas parlé des industries culturelles. Présentement, nos artistes sont dans une situation très précaire et ça fait longtemps que Patrimoine Canada, que le ministère, donc on a même un plan culturel numérique, donc la mondialisation a sacré un pan de nos industries à terre. Ensuite, le numérique a exacerbé la chose. Et maintenant, la pandémie, ben, vraiment, on est rendu, je veux dire, la corde au cou. Donc, est-ce que c'est notre problème ou c'est le problème des GAFA et le problème des États-Unis? Je pense que c'est un problème. Je parlais ce matin dans une entrevue à la radio avec M. Nantel, puis je parlais de nouvelle diplomatie culturelle. Il faut qu'il y ait un dialogue sur des problématiques comme ça
qui font intervenir tous nos artistes, nos créateurs, qui fournissent des contenus aux plateformes. Je parle aussi des médias, hein, et elles se servent sans vraiment prendre soin de nous donner, je veux dire, que ce soit gagnant-gagnant. Donc, je pense que c'est des problèmes qui sont des problèmes communs, mais je pense qu'il va falloir beaucoup de temps avant de convaincre les États-Unis que c'est aussi leur problème. Oui, ça me permet de relancer ça, M. Gagnon. Où finissent les problèmes des États-Unis et où commencent les nôtres? Ah, encore votre micro. Bon, je suis désolé, je vais apprendre. L'économie canadienne, on le sait, dépend beaucoup de l'accès au marché, aux investissements aux États-Unis. Et j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. La gestion de la pandémie aux États-Unis nous concerne finalement parce que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas stabilisé la situation aux États-Unis, c'est difficile, notamment pour des gens qui faisaient affaire là-bas, de relancer leurs activités. Ça a un effet sur l'économie ici. Et il y a deux, trois trucs qui m'inquiètent. Je suis très pessimiste aujourd'hui, mais il y a deux, trois trucs qui m'inquiètent aussi pour la suite des choses. Je ne sais pas si on aura les résultats de l'élection du 3 novembre, le soir du 3 novembre, parce que la pandémie fait en sorte qu'il y aura en principe beaucoup de votes par la poste et le dépouillement de ces votes-là pourrait prendre du temps. Ça pourrait prendre du temps. Donc, ceux et celles qui regardent ce qui se passe aux États-Unis depuis que Trump est élu et qui sont un peu inquiets, là, et qui voudraient savoir s'il va devoir quitter la Maison-Blanche en janvier, là, dès le 3 novembre, bien, on n'aura peut-être pas la réponse le 3 novembre. Et je dirais que Trump pourrait être tenté aussi de s'accrocher au pouvoir. Si le résultat de l'élection est serré, s'il y a ambivalence ou il y a un manque de clarté sur les résultats électoraux dans certains États clés de l'élection. Donc, où est-ce que ça se termine, ce contexte de difficulté, d'instabilité aux États-Unis? J'avoue que je ne le sais pas, mais ça va être assez intéressant de suivre cette campagne électorale et notamment les résultats de l'élection. Et Trump peut être élu. Ça aussi, je veux le dire, parce que je vois beaucoup de gens qui regardent les sondages en ce moment et qui constatent que Biden a eu une bonne avance cet été, en tout cas, dans les sondages à l'échelle nationale, 10 points, 12 points. Mais ça se resserre un petit peu depuis quelques semaines, depuis la mi-juillet. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que Trump peut gagner l'élection sans avoir plus de votes que Biden à l'échelle nationale. Donc, les sondages à l'échelle nationale, on les regarde, là, mais Trump peut gagner avec 46 % des votes au pays contre 48 % pour Biden. C'est ce qui s'était passé en 2016. Il avait gagné la bonne combinaison d'États pour remporter la Maison-Blanche. Et en ce moment, Trump a l'air d'improviser parfois, mais il y a une équipe autour de lui. Et ils sont en train de miser sur ces fameux États-là qui comptent, notamment le Wisconsin, où tout se déroule là, en lien avec les événements de Kenosha. Ce n'est pas un hasard si Trump est au Wisconsin, si Biden est en Pennsylvanie. C'est là où ça se joue, puis je reste assez prudent parce que je pense que c'est 50-50 en ce moment. Je pense que Trump a encore des chances de l'emporter. Donc, pour ceux qui s'attendent peut-être à un changement après le 3 novembre, là, je dirais, on se garde une petite gêne. Il y a des gens qui ont été d'ailleurs imprudents sur les prédictions en 2016. Il faut apprendre de nos erreurs. Madame Carignan, puis je vais interpeller aussi Olivier. On a reçu une question. Bon, je vous laisse avec toute votre discrétion pouvoir y répondre avec vos analyses à vous. Mais en fait, comment est-ce que vous avez apprécié, alors la question dit, comment avez-vous apprécié ou non tout au long de la pandémie le message des politiques? Est-ce que c'était cohérent, incohérent? Et bon, donc là, je m'adresse en premier à Mme Carignan, puis après, je me tournerai vers Olivier, peut-être par rapport à ce qu'on a entendu. Oui. Premièrement, peut-être sur ce que nos données là, de recherche ont commencé à nous révéler. En fait, on a regardé comment les stratégies des acteurs de santé publique avaient été communiquées justement là, dans le cadre de nos recherches. Ce qu'on voyait entre autres, c'est que dans l'Organisation mondiale de la santé, les messages ne circulaient pas toujours de la même façon d'une région à l'autre. Donc, parfois, il y a eu un manque d'uniformité des messages. Ces instances-là non plus n'évaluent pas de façon systématique l'efficience de leur communication. Donc, ça, c'est un autre problème. Quand on ne regarde pas si nos messages ont bien passé, bien, parfois, c'est un problème parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a eu du blocage. Donc, c'est certain que ça, c'est un élément là, à considérer qui ressortait de nos recherches. Par contre, ce qu'on a vu, puis je mentionnais tout à l'heure les fortes cotes d'écoute des médias, mais ce qu'on a vu par ces fortes cotes d'écoute-là, c'est que les points de presse de nos politiciens ici, donc au Québec, au Canada, ont été très écoutés, très suivis. Donc, il y a eu un bon réflexe de mise en place. Donc, ça a suscité là, beaucoup d'intérêt chez les gens.
Par contre, ces points de presse-là se faisaient à un moment où il n'y avait plus d'Assemblée nationale, donc plus de débat politique entre les différents partis. Et ce que nos analyses ont aussi mis beaucoup de l'avant, c'est une mécompréhension du rôle des journalistes. Donc, je sors un peu de la question, mais ça me semble vraiment complémentaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens écrivaient à des journalistes, les journalistes nous racontaient ça, où ils recevaient des courriels où on disait, par exemple, « Mais pourquoi posez-vous toujours des questions désagréables au gouvernement alors que le gouvernement est là en train de nous aider puis d'essayer de mettre en place des stratégies efficientes de santé publique? » Ou d'autres journalistes qui nous racontaient avoir reçu des courriels en disant « Mais quand le premier ministre rentre pour le point de presse, levez-vous puis applaudissez-le pour son bon travail. » Et ça démontre une grande mécompréhension du rôle des journalistes qui, qu'on l'apprécie ou pas, sont là aussi comme critiques. On les appelle souvent les chiens de garde du pouvoir en place, mais donc faire un peu un contrepoids au pouvoir politique qui était particulièrement important au moment où il n'y avait pas de débat donc en Assemblée. Et il y a quand même cette partie-là, moi, qui me semble vraiment importante, c'est-à-dire que ça a mis encore l'accent sur un élément dont on parle depuis tout à l'heure. Olivier Arzi en parlait aussi, mais peut-être l'importance encore de l'éducation, de revoir comme nos modes d'éducation, mais ça veut dire que les gens ne comprennent pas toujours le fonctionnement des médias, le travail des journalistes, puis pourquoi ce travail-là est vraiment important en ce moment. Merci, Olivier. En fait, concernant la réponse au Québec du gouvernement, du ministère de l'Éducation, je pense qu'on peut en faire un bilan assez mitigé, là. Évidemment, on a peut-être négligé un peu l'importance et l'aspect affectif que ça avait chez les Québécois et les Québécoises, le retour à l'école des élèves, le retour sécuritaire aussi. Dans la communication, on sent qu'il y a eu beaucoup de retour en arrière. On sent que des décisions ont été prises parfois rapidement, peut-être sans avoir consulté les acteurs du milieu. Puis finalement, on a dû retourner en arrière à plusieurs reprises. Puis évidemment, une gestion comme celle-là, ça n'inspire pas beaucoup confiance là, chez les gens en général. Donc, l'enjeu avec le système éducatif au Québec, c'est que c'est un système qui est excessivement décentralisé. En fait, il y a beaucoup dans tous les niveaux jusqu'au niveau de la classe, il y a énormément de pouvoir décisionnel qui est remis entre les mains des différents acteurs. Puis dans une situation de crise comme celle-là, on a eu tendance à tout centraliser au sein du ministère en termes de prise de décision. Puis en fait, quand effectivement, il y a énormément de particularités, de différences d'une école à l'autre, d'une région à l'autre, quand on aurait peut-être dû davantage concerter les différents acteurs. Puis il y avait beaucoup de solutions qui se trouvaient au sein des écoles déjà. On a peut-être aussi négligé l'aspect que c'était... En fait, on a peut-être oublié certaines sensibilités chez les enseignants et les enseignantes qui n'ont pas l'habitude d'être des travailleurs de première ligne, de se retrouver dans des situations comme celle-là, à qui on demandait des choses assez complexes pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Donc, on a peut-être manqué un peu de sensibilité de ce côté-là dans l'accompagnement, en espérant que les choses vont se replacer avec la rentrée scolaire, mais encore la semaine dernière, on a vu un volte-face sur certaines décisions. Donc, ça sera à suivre. Merci beaucoup. On approche de notre fin. Je veux d'abord vous remercier chacun d'entre vous là, pour votre présence, vos propos. Ça pique la curiosité, ça nous éveille. On a hâte de pousser ça plus loin. Puis d'ailleurs, en fait, ça va me permettre de faire un lien, François, là, juste avant de te laisser la parole. On a une question qui nous dit, mais justement, ces fameuses données probantes-là, comment est-ce qu'on peut y accéder quand on ne fait pas partie du monde académique? Puis qu'on est face à notre Internet, dans le fond. Comment est-ce qu'on a accès à la recherche? Donc, peut-être, François, faire un pont par rapport à la diffusion, à l'accès sur Internet par rapport à chacun de nos centres de recherche. Donc, je te laisse la parole pour faire un mot de conclusion puis répondre à cette question. Merci, merci beaucoup, Caroline. Merci pour ton animation. Peut-être très rapidement, c'est une question extrêmement complexe, même pour nous comme chercheurs, professeurs, enseignants. On ne peut pas accéder parfois à tout ce que nos collègues font. On est parfois dans des champs disciplinaires très précis, vous le savez. On ne peut pas non plus tout connaître. D'ailleurs, de là l'intérêt de faire des conversations comme on fait aujourd'hui. Je pense que évidemment, si les gens sont avides de recherche scientifique, je recommande, puis je crois que mes collègues vont être d'accord, à
à continuer à maintenir les liens avec ce que nous faisons, ce que chacun des centres de recherche présents aujourd'hui fait dans ses niches particulières. Et ceux qui sont présents et d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui sont extrêmement actifs malgré tout, notamment à travers Internet, dans une certaine vulgarisation. Et c'est sûr que l'accès, par exemple, à des papiers scientifiques dans des revues de lecture par des pairs, c'est parfois extrêmement laborieux déjà même à lire et à y accéder. Alors, il y a un enjeu effectivement de démocratisation peut-être de l'éducation scientifique et ce serait peut-être un point que j'aurais en guise de conclusion. Je crois que ce qui nous manque maintenant ou là où on est rendu dans l'ensemble de toute cette conversation-là que vous avez eue, qui est extrêmement intéressante et enrichissante, c'est peut-être probablement, et ça retouche certains éléments que Marie-Ève et Yannick et d'autres ont dit, c'est des enjeux de communication et d'éducation du public, donc des messages qui sont probablement moins, je dirais, familiaux, mais beaucoup plus à caractère scientifique et nous mettre à jour aussi sur l'état des lieux. Alors, on espère que le gouvernement et que les institutions gouvernementales suivront le pas. Si elles ne le font pas, comptez sur nous, en tout cas, pour que nous serons là. Nous avons été là avant, pendant et après. Et c'était un petit peu l'objectif de cet entretien. Je dirais peut-être rapidement en point de conclusion, j'ai appris beaucoup personnellement sur ce qu'on vient d'entendre. Je remercie donc Michel, Marie-Ève, Yannick, Frédéric, Olivier de vos propos et d'avoir partagé aussi généreusement votre science et de l'avoir fait de manière très, très didactique. Ce qu'on retient globalement, ce que j'en retiens, c'est que finalement la gestion de crise d'ici s'applique ailleurs. Il y a encore beaucoup de leçons à apprendre. On est encore très bureaucratisé ou très peut-être encarcanés dans nos modèles de gestion ou de réponse à des phénomènes extraordinaires et ça nous a mis effectivement en péril à plusieurs niveaux. Je retiens un chiffre que 1,5 milliard d'enfants ont cessé l'école durant la pandémie, c'est pas rien. On retient évidemment que la polarisation aux États-Unis était là avant Trump, sera là après Trump et que Trump va peut-être être là après le moment où on pensait qu'il allait partir. Un excellent commentaire, Frédéric. Que l'adhésion aux théories du complot également était là avant, mais clairement, le phénomène qu'on vit actuellement force à une certaine angoisse collective, individuelle et ce genre de message facile-là qui explique un peu tous nos problèmes. Il y a une adhésion extrêmement dangereuse, évidemment. Et avec Michel, les enjeux de la mondialisation, de la démondialisation, là, je crois qu'on est d'accord, et ça rejoint un peu les propos de Touche, qu'on est encore à l'intérieur du phénomène en changement. Faire du prospectif ou d'anticiper ce qui va se passer, que ce soit pour les élections américaines ou dans le monde dans 6 mois, on serait extrêmement peu prudent et naïf de le faire. Mais clairement, je partage le pessimisme de Frédéric en ce qui me concerne. Je crois que, sans dire que le pire est à venir, on n'a pas beaucoup de choses de résolues jusqu'à maintenant et même le moment où on aura tous accès à un vaccin, les conséquences de ce phénomène-là vont se faire sentir longtemps. Alors, tant mieux et espérons que les propos de Yannick feront écho. Tant mieux si on sera capable d'apprendre pendant le phénomène et que l'humain, comme espèce, passera à travers ça en étant meilleur après et que ça ne nous divisera pas davantage, malheureusement, comme on le voit actuellement de manière très réel et au quotidien, notamment aux États-Unis. Donc, je remercie tous nos participants dans la salle virtuelle. Vous étiez près de 70, plus de 70 en fait, durant l'événement. C'est un succès. Si on était dans une salle à l'UQAM, on aurait probablement choisi un de nos grands auditoriums. Donc, on aura un grand auditorium virtuel. Alors, pour moi, c'est un franc succès, à tout le moins, très certainement dans la taille et aussi dans les questions qu'on a eues. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Il y en a encore qui sont laissées en pan. On essaiera et j'invite pratiquement déjà tous nos participants. On vous réinvite, c'est certain, sans faire de nous un Radio-Canada de Club des Ex, mais on va certainement se réinviter peut-être dans quelques mois, peut-être après les élections aux États-Unis, plus tard en décembre, à la fin de cette première session, pour voir où en est l'état des choses, comment les choses auront évolué. Et je suis convaincu que le monde sera au rendez-vous. Puis, peut-être pour répondre encore une fois à la question que Caroline m'a transmise, que finalement, on pourra essayer de vous renseigner au mieux qu'on peut en fonction des données que nous avons, mais on est vraiment en train de changer. Enfin, le monde est en train de changer. C'est extrêmement difficile, je crois, d'avoir, et on le voit tous de toute façon, d'avoir des données probantes en temps réel. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Donc, je vous remercie à tous dans la salle, à nos invités, et je ne pourrais pas non plus terminer sans remercier évidemment notre
notre partenaire, le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, là, qui soutient beaucoup nos activités, donc celle-ci d'aujourd'hui, qui termine un peu la veille COVID qu'on avait durant l'été. Mais clairement, la veille COVID va se continuer encore pour quelques temps. Alors, encore une fois, merci à tous d'avoir été là et au plaisir de vous voir plus tard, espérons, avec de meilleures nouvelles. Au revoir à tous et merci Caroline pour avoir accepté l'invitation d'animer.